Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de décoration, plus ou moins éco-conception 3D et je suis avec Ludo de la Fancy Room. On dit la Fancy Room? On dit de The Fancy Room. The ou Fancy pour les intimes, c'est plus Fancy, ok. Alors j'ai le droit de dire Fancy ou pas? Exactement, tu peux dire Fancy. Alors je vous présente donc Ludovic de The Fancy Room et aujourd'hui donc on va parler éco-conception 3D, rénovation écologique et rentable. Ça, c'est bien ça. Donc alors, déjà, est-ce que le studio est assez bien conçu ou pas? Écoute, pour l'instant, ça On va faire du home staging en fait. J'ai pas encore jugé pour les voisins côté insonorisation, mais là, en tout cas, à moins d'être 10 à faire le podcast, ça devrait aller. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour dire ce que tu fais? Ouais, ok. Alors, moi, je m'appelle Ludovic, j'ai 32 ans. J'ai fondé The Fancy Room il y a maintenant 1 an à peu près. Je suis ce qu'on appelle un solo founder. Et donc, ça veut dire que tu passes beaucoup de soirées tout seul à gérer ta boîte, à l'imaginer. À l'éco-concevoir. À l'éco-concevoir, exactement. et donc voilà. Et donc aujourd'hui, The Fancy Room, l'idée, c'est d'offrir une alternative à tous ceux qui veulent rénover leur chez eux, à tous ceux qui veulent être accompagnés sans pour autant payer le prix d'un architecte d'intérieur. Donc la seule solution aujourd'hui, c'est d'être seul. Dans ces cas-là, et bien maintenant, il y a Fancy. Parce que Fancy, c'est chef de projet, décorateur et artisan. Tout ça mis dans du digital, mais avec un parcours un peu immersif, avec quelques heures de visio, de partage d'écran. Et surtout, un projet conçu en 3D qu'on annexe au devis travaux, ce qui permet de limiter les imprévus et de rassurer sur la suite du projet. Donc c'est à 15% du prix d'un architecte. À 15... Ah oui, ouais. Donc, alors, si vous êtes architecte, n'écoutez surtout pas ce podcast parce que vous allez nous détester. C'est probable, mais en réalité, on les aime beaucoup, les architectes. D'accord. Nous, nos clients ne feront jamais appel à un architecte parce que c'est pas dans leurs moyens et parce que c'est pas leur manière de fonctionner. Donc, l'idée, c'est pas de remplacer les architectes. Non, bien sûr. C'est vraiment un métier qu'on adore et qu'on trouve génial. Et quand on est passionné de déco, on est forcément un peu passionné d'architecture. C'est vraiment plutôt d'offrir une alternative à tous ceux qui ont décidé de ne pas y aller. En payant cet accompagnement pourtant très qualitatif qui est celui d'un architecte très utile, c'est vraiment plutôt de dire dans ces cas-là, plutôt que d'être tout seul, autant être avec Fancy et c'est plutôt cette vraie alternative. Ok, et du coup, tu as toi-même vécu ça. Comment ça t'est venu l'idée? T'as un petit storytelling ou pas? tous les solopreneurs, ils ont une storytelling normalement. J'ai probablement 3 lumbago, 2 torsions de poignet qui peuvent dire que, ouais, effectivement, j'ai un passif de courtier en prêt immobilier où j'ai dirigé des agences où j'ai financé des résidents et ce qu'on appelle des non-résidents, donc des gens qui vivent à l'étranger. Et donc des gens qui ont encore plus besoin d'accompagnement parce qu'ils ne sont pas sur place, parce que ils peuvent rien voir et c'est très frustrant. Et dans ces milieux-là, c'est compliqué parce que quand tu vois pas tes travaux, déjà quand tu es sur place, c'est pas facile, mais alors à distance, c'est pas évident. Non, c'est clair. Et même si j'étais que leur courtier et non pas leur artisan, j'avais droit à toute la frustration. On restait en contact après, j'étais au courant de tout. Et puis j'ai fait aussi 3 acquisitions à titre perso et sur la totalité, j'ai fait mis bout à bout plus de 2 ans de travaux. Tous les murs cassés, tous les planchers refaits, tous les plafonds refaits. Et donc, je me suis rendu compte que, sans être passé par un archi, c'était un peu de travail. C'est clair. Il y a des coûts aussi. Ouais, c'était des coûts conséquents, beaucoup d'imprévus. Et pourtant, j'avais conçu mon projet en 3D, mais avec la compétence d'un néophyte de la première heure. Un amateur, on va dire. Exactement. T'étais un amateur et du coup, c'est bien, au moins, t'as appris de tes erreurs et t'as pu aussi produire du coup le produit qui est The Fancy Room. Exact. Et que tu as commercialisé donc il y a une petite année. C'est ça, tout à fait. Heureux de... j'aime beaucoup ton logo d'ailleurs. Merci. Très, tu vois, bien. Très fancy. On peut remercier Paulin qui est mon directeur artistique et maintenant associé, que j'ai fait monter dans l'aventure un peu après et qui s'occupe de tout le web design de la marque, de toute l'identité, charte graphique et qui a travaillé sur une partie de l'application VP qu'on connaît bien, qui a remporté des prix avec des grandes agences parisiennes. Donc j'ai beaucoup de chance de l'avoir et c'est un ami de toujours. Ouais, bonne team du coup. Non, c'est super. C'est super. Alors, comment t'as pu te dire que si on va sur The Fancy Room, justement, ça va être rentable? Comment t'as pu te dire, tiens, je vais faire un produit et les gens, ils vont me suivre? Parce que c'est vrai que la décoration, pour le coup, ça parle à tout le monde. Donc ça, c'est incroyable. Vrai. Tu peux vraiment toucher une grande catégorie de personnes. Parce que tout le monde a besoin de décorer et surtout depuis la crise sanitaire, c'est l'actualité, grosse vague de décoration, de se sentir bien aussi, ça c'est super important. Donc ça doit être quand même assez passionnant pour toi de... C'est hyper intéressant parce qu'en fait tu as affaire à plein de types de
pas mal de typologies de personnes différentes. On va avoir affaire à des entreprises. On a travaillé avec Itch, par exemple, le VTC. On a affaire à des foncières, on a affaire à des marchands de biens, on a affaire à des gens qui font de l'investissement locatif et à des clients qui achètent leur résidence principale où ils mettent évidemment tout l'amour et toute la passion qu'il peut y avoir, qui sont tout aussi regardants que des investisseurs, mais voilà, donc c'est vraiment très très large comme spectre et grosso modo on couvre des travaux allant de 10 000 euros jusqu'à on va dire jusqu'à 150 000 euros de travaux. Et généralement, à partir de 100, 150, on fait appel à un architecte. C'est pas la même gamme après. Oui, voilà, c'est ça. Et même nous, on recommande, on fait appel de temps en temps à des architectes. Il y a notre modèle classique qui se fait au cas par cas. Mais oui, pour nous, l'idée, c'est de proposer aux clients de les rassurer quand on casse 3 cloisons et qu'on met une verrière. S'ils ne veulent pas faire appel à un architecte, eh bien autant être accompagné en prévoyant un petit peu le projet. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un rapport qui est assez génial avec nos clients. Alors du coup, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, du coup, c'est quoi de l'éco-construction 3D? L'éco-conception 3D. C'est un abus de langage, complètement. Ouais. Ça n'existe absolument pas, l'éco-conception. Non, ça doit exister. Non, la conception 3D, ça me parle. Mais c'est vrai que même pour des personnes, bon après on en voit de plus en plus, même ceux qui font les cuisinistes, ils utilisent de plus en plus la 3D. Propose son planeur. Non, l'idée en fait c'est un abus de langage pour dire que quand on conçoit en 3D, nous on emploie des décorateurs qui sont basés en France, donc on a calculé leur empreinte carbone. Cette empreinte carbone, quand ils vont pas chez le client, tout ça pour venir avec leur ordinateur et présenter leur ordinateur, finalement on économise quand même pas mal de carbone, d'émissions à échelle de ce qu'une personne fait en travaillant tous les jours. Alors évidemment, c'est toujours mieux d'aller sur place pour voir un peu, mais entre aujourd'hui, la vidéo, la photo, les plans, on a quand même des outils qui permettent de, on va dire, faire un petit effort là-dessus, tout en conservant un relationnel client. Donc on essaye de concevoir de manière écologique de cette manière-là, en faisant du digital. Pareil pour le chef de projet qui est basé à Saint-Ouen, dans ce qu'on appelle la Saint-Ouen Silicon Valley. Ok, il y a Saint-Ouen aussi de Touberville. Hein. Alors oui, je te rappelle que t'es normand de base. Je suis normand, c'est vrai. Mais là... Scoop. Alors c'est le scoop du jour dans ce podcast. Effectivement, je suis normand, j'y ai jamais vécu, ça doit être pour ça que je suis resté sur le Saint-Ouen parisien, donc je parle de Saint-Ouen sur Seine. Mais il y a sûrement une Saint-Ouen de... Couberville, de Touberville, je crois, de Touberville, voilà. Ceux qui sont dans l'heure, ceux qui sont dans l'heure, ils vont nous détester aussi. Exactement, ça commence à faire beaucoup de gens qui vont nous détester. Ouais, on va peut-être arrêter le podcast maintenant, en fait. C'est une bonne idée. Donc voilà, l'éco-conception, c'est en fait un chantier mieux préparé. Il y aura moins d'imprévus, donc moins de dépenses inutiles. On peut mieux deviser les matériaux, parce qu'on les a visuellement, donc forcément, on en commande aussi moins. Et donc, en fait, on gaspille moins. Et ça ressemble au gaspillage alimentaire qu'on a à la maison, mais on dirait pas, mais sur les chantiers, le gaspillage alimentaire, il est quand même relativement conséquent. Ça, c'est clair. Avec les hausses des prix des matériaux, la moitié qui viennent de l'étranger. Voilà, on va pas dire qu'on est une boîte écologique, parce qu'en réalité, bon, à part faire quelques économies d'échelle, voilà. Oui, mais tu essayes. On essaye d'apporter notre patte. On est membre du collectif 1% for the Planet, parce que c'est important de soutenir la cause. Oui, grave. Ouais, moi aussi. Ça s'appelle Team maintenant. Ça s'appelle Team for the Planet. On a encore reçu le press kit avec 1%, donc ils ont peut-être les deux. C'est peut-être 2 organes différents. Ouais, sûrement. Mais je crois qu'ils se sont combattus là récemment d'ailleurs. Ah, c'est possible. Ok. Mais le 1% reste le 1%. Parce que moi, je suis team, du coup, je suis team for the Planet. Mais il y a que Team Fancy, le reste. Non, je plaisante. Non, mais c'est trop bien. Et même tes clients, ils doivent te remercier et ça. Aider, parce que moi j'avais ma casquette de l'immobilier avant de me lancer dans tout ça, tout ce qui est digital, marketing, tech et tout, c'était pas du tout mon domaine. Et c'est vrai que quand tu vois les yeux de tes clients qui te remercient et qui se sentent tellement bien, c'est la plus grosse richesse du monde en fait. On a beaucoup de chance, on a beaucoup de chance parce qu'on est à la fin du process. C'est-à-dire que l'agent immobilier trouve le bien, le courtier le finance, enfin le banquier le finance éventuellement des courtiers. Et à l'arrivée, nous, on arrive quand tout est bien installé. Donc, si un chantier s'est bien passé et que l'endroit est beau, effectivement, c'est l'endroit dans lequel tu vas voir ton enfant naître. C'est l'endroit dans lequel tu vas recevoir tes amis et partager des tranches de vie, des moments incroyables. Donc, en fait, on participe à la vie des gens très activement et c'est incroyable. On est invité de temps en temps.
soit pour filmer, pour partager avec les gens, soit tout simplement pour prendre un petit verre et dire on est content d'avoir bossé ensemble. C'est plus pour boire un petit verre ou pour voir les travaux finis? Je ne peux pas faire l'apologie de l'alcool dans ce podcast. Non, je les entends. Voilà, boire ou conduire, il faut choisir. Restons sur... Et pour venir un petit peu à toi, du coup, le fait d'avoir été solo fondeur, comment tu l'as vécu pour ceux qui ont envie de se lancer et qui ont envie de créer leur propre projet? Alors, il y a la vraie version et puis il y a la version... Ouais, moi j'aime bien la version canapé, tu vois. La version canapé, ok. La version canapé, écoute, c'était très dur. C'était très dur, c'était 3 ans avant de trouver l'idée qui en fait n'était pas du tout celle qui était notée dans le carnet à idées, évidemment. Bien sûr. Ça a été un burn-out au bout du 5e ou 6e mois parce qu'en fait ça avait été trop de mauvais choix pour ne pas se lancer. Et c'est ça qui m'a coûté le burn-out et pas le début de Fancy. C'était faire des choix de métier uniquement pour essayer d'avoir un échappatoire en disant c'est pas le moment de me lancer, je dois me rassurer encore un peu, je dois bosser un peu là-dedans. Non, faut se lancer. C'est une libération la plus totale, c'est des nuits à pas dormir, mais dans un bonheur qui est complet, qui est un épanouissement plutôt qui est total, vraiment. C'est ça. C'est plutôt l'épanouissement d'avoir accompli quelque chose ou le challenge, tu vois, ou le challenge, ouais. Parce que accompli, pas forcément, on peut aussi se planter, mais on n'apprendra jamais autant de choses que dans dans sa propre aventure, et il faut pas avoir peur de le faire, et voire même ça apporte énormément de choses. Il faut pas avoir peur d'être un multi-entrepreneur et d'en faire une, de rater, d'en faire une autre. Le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment d'essayer de se lancer, de d'abord confronter son produit ou son service sans même faire de business plan, sans même faire quoi que ce soit, vendre tout de suite. Et si au pire on vend et qu'en fait on n'a pas le produit ou pas le service, c'est pas grave, on aura au moins prouvé qu'il y a une demande. C'est ça. Et c'est pas du tout un sujet. Donc c'est vraiment ce que je recommande et de pas avoir peur et voilà et de rester focus parce que c'est facile d'essayer de se lancer sur 10 projets en même temps et en fait on se rend compte que dans ces cas-là ça avance rarement. Il faut se concentrer. Après on dit toujours que c'est bien d'être focus sur une seule tâche, celle la plus importante. Et un bon entrepreneur, il a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Exactement. Et c'est grâce à ces échecs-là qu'il arrive à réussir. Exactement. Et c'est pour ça que j'essaye aussi de faire ce podcast, tu vois, à chaque fois je le dis dans les épisodes, mais I am the boss, c'est pas ouais, je suis un boss, ou tu l'es, ou je le suis, on s'en fiche un peu de cette casquette-là. L'idée c'est que on peut tous se lancer, tu vois, on peut tous réussir, on peut tous devenir son propre boss. Et si tu as vraiment envie de créer quelque chose, tu devrais même pas avoir des limites. Tu devrais même pas te dire ah ben non, lui il a réussi, ou elle a réussi, mais moi je suis pas capable. Parce qu'en fait on est tous capables, tu vois. Et peut-être que c'est pas le cas, mais en fait on le saura jamais si on n'essaye pas. Donc c'est pas grave et on n'est peut-être pas capable en année 1 et en année 3 on le devient. Et on le devient pourquoi? Parce qu'on a raté en année 1. C'est ça. Donc, c'est un peu comme la natation. Hein. Ouais. Quand tu sautes, tu vas couler. Hein. Tu vas couler sale, mais tu vas humainement, tu vas t'en sortir de toute manière. Ouais, il faut aller dans le grand bain et nager. Il ne faut pas avoir peur d'échanger, de discuter, de parler de ses freins, de ses peurs. Et voilà, et parler autour de soi. Parce qu'il y a aussi un vrai isolement dont on parle peu, l'isolement de l'entrepreneur. Peu de personnes sont là pour le comprendre. Des gens peuvent être bienveillants autour, mais la solitude de l'entrepreneur est réelle. C'est un milieu dans lequel il y a énormément d'accidents dramatiques. Et donc voilà, il ne faut pas rester seul. C'est pas fait pour tout le monde. C'est vrai. Il faut pas avoir peur d'essayer et de se dire c'est pas fait pour moi. Un entrepreneur ne peut rien ou presque rien réussir sans d'excellents salariés. C'est clair. Et d'excellents salariés n'auraient pas un excellent job sans un entrepreneur qui l'a créé. C'est ça. C'est un écosystème qui doit fonctionner d'une certaine manière. Et il ne faut pas se dire qu'être dans l'un ou dans l'autre, c'est mauvais. On a besoin des deux. Tu l'as bien dit parce qu'on met beaucoup en avant ces chefs d'entreprise qui réussissent ou les entrepreneurs, mais en fait il y a tellement des belles carrières dans le salariat et il y a des femmes, des hommes, pour rien au monde ils voudraient notre place et nous pour rien au monde on voudrait la leur en fait. C'est vrai. Donc c'est ce que je dis toujours, il faut tout pour faire un monde. T'imagines il y aurait que des gens comme nous, mais le monde irait très mal. Ne fonctionnerait pas, ça c'est une certitude. Ça c'est clair. Qui va faire les photocopies de qui? Non, je ne ramène pas les salariés aux photocopies, mais ça serait quand même assez drôle de voir comment ça fonctionnerait. Ouais, non, ça serait dramatique. Dans les carrières incroyables, on peut citer 2-3 femmes dont malheureusement j'ai pas le prénom en tête, mais je me rappelle de leurs aventures. Ça peut être la directrice, je crois que c'est la rédactrice en chef de Vogue France, qui en fait était stagiaire de Anna Nuclear Wintour, qui en fait est devenue en étant stagiaire, elle est partie à la tête de Vogue France. Ça a été la directrice de la communication de Total qui était alternante, qui est passée immédiatement après directrice France de la communication.
C'est la directrice, je crois, de Station F, qui, si je ne m'abuse, est quelqu'un de très jeune, une femme d'une trentaine d'années. Puis la créatrice de Canva. La On en créatrice parle. de Canva. La nana a 23 ans, maintenant, aujourd'hui, elle a 3000 salariés partout dans le monde. C'est incroyable. Et elle en a 27, quoi. C'est incroyable. Elle a mon âge, et là, ok. Bon, on n'a pas créé la même chose. Non, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a des bels exemples comme ça. Et c'est marrant que tu parles de Anna Wintour parce que c'est mon film préféré. Ils en ont fait un film, Le Diable s'habille en Prada. Et ce film, il est juste incroyable. Et c'est ce qui m'a donné envie de me dire, ouais, en fait, tu peux te battre, tu vois. Et si tu te bats et si tu continues, ouais, en fait, t'auras ton objectif premier. Ouais, c'est vrai. Il faut juste des objectifs aussi. Hein. Parce qu'il y a des personnes... je pense qu'aussi, c'est dur de se dire un jour, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Toute cette remise en question, toute cette introspection que tu dois te faire à toi-même pour être heureux, pour avoir ce cap du bonheur, c'est un cap aussi, tu vois. C'est vrai. J'ai un ancien client de quand j'étais courtier, qui était quelqu'un de très sage, Mirao, qui est donc un Roumain. C'était ou c'est peut-être encore, on s'est perdu de vue, le directeur de la supply chain de chez L'Oréal, je crois. Une belle carrière, quelqu'un de resté très humble. Et en fait, je lui faisais part de certains doutes professionnels. Et il m'a dit, Ludovic, tu sais, dans ton pays, on dit que l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Et dans mon pays, on dit que l'herbe est toujours plus verte là où on l'arrose. Et j'ai trouvé cette phrase d'une sagesse incroyable en disant, ouais, il y a toujours mieux ailleurs, mais est-ce que finalement, c'est pas mon herbe que je dois entretenir et faire en sorte de la tourner comme je veux? Et donc, il n'y a pas forcément besoin de quitter son job, ou il n'y a pas forcément besoin de changer de boîte ou de changer de modèle. Des fois, il faut juste prendre le temps de ne pas abandonner trop vite, de se battre un peu et de voir comment on peut améliorer son environnement. Et peut-être que ça suffit à être heureux. Je pense que tu as bien clôturé ce podcast. On peut tous verser notre larme. Et puis... non, mais c'est une vérité. Et tu as très bien résumé la chose. Et ce monsieur-là, il a très bien résumé aussi les choses. Et on est aussi dans un monde où tout va vite, où on veut tout vite. Tout s'accélère. Les jeunes, surtout, là, la nouvelle génération de 16 à 20 ans, ils veulent tout de suite. Ils ont cette impatience que nous, on n'avait pas à notre époque. C'est vrai. Déjà, on n'avait pas tous ces outils qu'on a aujourd'hui. Tu vois, on allait lancer des cailloux à la fenêtre pour que les gens ils descendent. Ça, c'était peut-être nos grands-parents. Je sais pas si tu lançais des cailloux. Moi, je peux lancer des cailloux. Mais enfin, tu vois, il n'y avait pas ce truc où tu devais te donner rendez-vous à ton ami pour te rejoindre. Enfin, on a vécu vraiment dans une atmosphère différente, je pense, une génération différente. Et c'est important de rappeler ça. Ouais, c'est vrai. Que tout va trop vite et qu'il faut prendre le temps des choses. Et c'est vrai que c'est le côté réseaux sociaux, tout avoir à portée de main, avoir la possibilité d'envier un nombre de personnes incroyables sur une vie qui est généralement d'ailleurs assez factice. Des gens qui ont soi-disant très bien réussi, pas du tout. Des gens qui ont vraiment très bien réussi. Et on oublie qu'ils sont dans le 0,001%, quelle que soit la réussite. C'est-à-dire que Gandhi, alors j'ai fait citer le Dalai Lama, mais là je crois qu'en ce moment c'est pas trop la période. J'ai pas suivi ces news. Je veux pas être objective. Je te rappellerai en off le sujet, mais ça n'a pas trop son intérêt ici. Mais voilà, c'est de faire attention au monde extérieur, de s'en protéger. C'est ça. On a des nouvelles maladies qui arrivent avec des gens qui veulent ressembler à leur selfie avec filtre. Tout ça, et voilà, prendre le monde extérieur avec beaucoup de recul, prendre le temps de faire de la déconnexion avec pas d'écran, et vous allez vous rendre compte qu'une après-midi avec des copains ou juste au bord d'un lac, c'est juste incroyable, et qu'on a oublié à quel point c'était incroyable. Et il faut se forcer parce que c'est addictif, et c'est vraiment une drogue, ces écrans. Trop de contenu, trop de choses intéressantes, même si c'est pour des bonnes raisons. C'est clair. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Je vais mettre dans les ressources de l'épisode The Fancy Room, faut qu'on découvre ton projet. Pour ceux qui veulent s'amuser à aller éco-concevoir leur maison, leur appartement, leur chambre, leur cuisine, peu importe, un espace de vie, je vous invite à aller découvrir son projet, enfin son application mobile, ou c'est en SaaS? Non, pas du tout. C'est un site internet sur lequel c'est le site, en fait, on est surtout une équipe basée à Saint-Ouen. C'est de l'humain, c'est des vrais gens derrière. Et l'interface digitale ne nous permet que de communiquer de manière simple et fluide. Trop bien. Et voilà. Je vous invite à aller le voir. Et merci beaucoup, Ludo. Merci Wolfie.